Bonjour, on se retrouve pour ma 4e vidéo de la suite de vidéos sur les arcanes majeures du tarot. J'ai déjà présenté le fou, le magicien, la grande prêtresse et on va passer maintenant à l'impératrice. Cette vidéo est une réponse au tag de Katou Tarot, top des atouts du tarot. Et je présente dans chacune des vidéos plusieurs versions de l'arcane dans ma collection de tarot. C'est pas forcément mes versions préférées entre guillemets, même s'il y en a beaucoup qui sont mes arcanes préférées. C'est plutôt pour montrer différentes versions qui montrent différentes choses de l'arcane. Bien que pour l'impératrice ce soit quand même souvent les mêmes choses qui reviennent. Mais c'est vraiment juste pour montrer plusieurs interprétations, plusieurs visions et brosser un tableau assez large des arcanes. Donc là, cette fois-ci, j'ai encore 10 cartes à vous présenter. Je vais essayer de garder la vidéo assez rapide. Et on va commencer. Alors, cette fois-ci, je vous montre les versions traditionnelles. J'ai pas le tarot Rider-Waite ou les tarots de Marseille dans ma collection, mais comme ça, je vous montre les images originales. Donc celle-là, c'est l'impératrice du tarot Rider-Waite-Smith. Et celle-ci, c'est l'impératrice du tarot de Marseille. Mais je vais vous montrer deux autres cartes qui reprennent plus ou moins l'imagerie traditionnelle. Donc ici, on a ma version de l'impératrice du tarot de la fortune. Et ici, on a la version de l'impératrice du This Might Hurt tarot. Celle-ci reprend plutôt l'imagerie du tarot de Marseille et celle-ci reprend plutôt l'imagerie du tarot Rider-Waite-Smith. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme élément important dans la carte de l'impératrice? Donc en général, on voit une personne qui est couronnée, donc une personne plutôt royale, ou en tout cas qui est dans une position d'autorité, de souveraineté. L'impératrice du Rider-Waite-Smith a une couronne composée de plusieurs étoiles. On a une autorité presque divine, céleste. On a aussi ici un sceptre et un bouclier qui insistent sur le côté souverain, la direction et la protection. On a sinon souvent de la verdure avec des arbres. On a aussi de l'eau dans le Rider-Waite-Smith. On a aussi ici des fleurs, des épis de baie, donc beaucoup de choses qui rappellent la nature, la fertilité, le printemps et l'été. Des saisons où les choses poussent, où c'est fertile, où il y a une certaine forme de croissance. Il y a aussi souvent un symbole de Vénus ici dans un cœur, ici dans le bandeau de la carte. L'association à Vénus en astrologie, c'est une planète qui symbolise la beauté, l'esthétique, l'amour, les relations, l'harmonie, la diplomatie, mais aussi tout ce qui est l'ordre du divertissement, du jeu, du rire. La beauté, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà en gros. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les éléments les plus traditionnels, on va dire. Et je vais passer maintenant aux autres versions des cartes. La première carte que je vais présenter, c'est une carte du tarot Thoth. Alors ça reste un système de tarot traditionnel qui reprend pour beaucoup, on va dire, l'imagerie du tarot de Marseille avec quelques éléments plus naturels qui rappellent le Rider-Waite-Smith. Donc ici, on a toujours cette idée de souveraineté. L'impératrice est couronnée, elle a aussi un bouclier, mais il y a une sorte de... comment dire ça, de souveraineté un peu passive. L'impératrice est toujours assise, par exemple. Et la position assise rappelle quelque chose d'assez immobile, inerte. Voilà. Ce que je trouve intéressant ici,
c'est qu'on a deux lunes, une ici et une ici. On avait vu la dernière fois que la lune était plutôt associée à la grande prêtresse, mais on va voir dans d'autres versions de l'impératrice que la lune revient souvent symboliquement dans l'impératrice, dans le sens où la lune est plutôt associée à un côté nourricier, à des figures maternelles, aux soins de soi et des autres, aux émotions, à la connaissance du corps, aux soins du corps, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent un peu plus la lune dans la plupart des versions de l'impératrice que de Vénus. On voit aussi ici je pense que c'est un cygne, en tout cas un oiseau blanc, avec une portée de petits qui sont en train de couver. Donc il y a quand même, on voit de nouveau cet aspect de maternité dont je parlais avec la lune. Évidemment, il y a un côté protecteur, il y a aussi la notion de nouveauté, mettre au monde quelque chose ou quelqu'un. Il y a une notion de création, de procréation. Ce qui est intéressant, c'est que Vénus est aussi associée à la sexualité, à la sensualité, au sexe de manière générale, et du coup, les enfants, ça vient de là. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette carte? C'était surtout pour ça que je voulais la présenter. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa main, le sceptre ressemble un peu à une fleur de lotus qui évoque plutôt l'épanouissement de soi, mais aussi l'épanouissement dans le monde. Et je trouve ça assez intéressant avec l'impératrice qui est vraiment dans l'appréciation de soi, de qui on est et de ce qu'on a à offrir au monde. Voilà pour cette impératrice. Et elle est aussi associée à Vénus ici. La carte suivante est une carte du Blood Moon Tarot. J'espère que ça fait bien la mise au point. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a donc une impératrice qui se trouve dans une sorte de ruche, qui est plutôt pour le coup ici une grotte composée de miel. On voit plusieurs abeilles sur son corps et autour et sur les parois. Donc ça place l'impératrice en posture de reine des abeilles. C'est la personne centrale autour de qui tout le monde se regroupe. C'est la personne qui dirige les opérations, c'est la personne qui gouverne, qui materne. Elle a aussi une grenade ouverte posée entre ses jambes. Ça rappelle ce que j'avais dit à propos de la grenade qu'on voyait souvent dans la carte de la grande prêtresse. En général, on ne la voit pas trop sur la carte de l'impératrice, même si ça revient des fois. Donc du coup, la grenade, c'est un fruit qui est souvent associé à la fertilité, à la sensualité, à l'abondance, à la fertilité, mais aussi à un passage entre les mondes, à une forme d'initiation. C'est un fruit qui est souvent associé à Perséphone parce que c'est un élément principal de son mythe. Donc c'est intéressant de retrouver ça ici. Donc il y a quand même une notion de... La grenade est placée quand même très près de son sexe, donc il y a vraiment cette notion de sensualité, de sexualité qui revient. Ce qui est intéressant, c'est que la planète Vénus est aussi associée aux choses sucrées, et le miel, c'est sucré. Donc il y a quelque chose d'assez symbolique ici aussi. J'arrive pas bien à identifier les fleurs qu'on voit au-dessus. Je sais pas si c'est de la lavande, de la glycine ou encore autre chose, mais du coup, encore ce lien aux fleurs, à la fertilité, au printemps et à l'été, à l'abondance qu'on trouve dans l'environnement. On peut aussi éventuellement dire que c'est une impératrice qui est très proche de son environnement, qui en prend soin. Voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire ici. Aussi, on peut dire que les abeilles, c'est un animal qui symbolise plutôt bien la productivité, la création.
de quelque chose. Le fait d'utiliser les ressources à disposition. Voilà. Ensuite, une carte du Numinous Tarot. On retrouve encore une impératrice qui est dans un environnement naturel, entre guillemets. Donc là, on la voit au milieu d'un champ qui pourrait être un champ de blé, par exemple, même si on ne sait pas tout à fait identifié. Derrière, on a une forêt, on a un grand ciel bleu. Elle est posée contre un tronc d'arbre avec des lianes qui entourent l'arbre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est comme plante, il faudrait que je regarde dans le livret. L'impératrice est en posture de méditation, avec les bras posés devant son ventre. Il y a une espèce de boule d'énergie qui en sort. Elle a le symbole de la terre au milieu de la gorge. L'impératrice a été renommée la nourricière, ici. On peut traduire Nurturer par nourricière. Donc il y a la notion de nature pas juste comme environnement neutre ou comme environnement juste joli, décoratif. On a la nature qui nourrit, donc le fait d'entretenir le sol, de travailler la terre pour faire pousser quelque chose qui va ensuite permettre de se nourrir, de faire des récoltes, de faire des réserves. Donc tout le lien à l'agriculture. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ici Oui, c'est une impératrice qui a l'air vraiment très sensible à son environnement, très réceptive à son environnement, qui cherche à le comprendre, à l'intégrer, à l'assimiler et qui fait vraiment partie de son environnement. On n'a pas l'humain qui est au-dessus de l'environnement, tout est interconnecté ici. Voilà ce que j'avais à dire pour cette carte. Et le fait aussi qu'il y ait une forêt, que les champs soient très foisonnants, il y a un côté un peu sauvage aussi. C'est le mélange entre le dompté et l'indompté. Voilà, qu'on retrouve aussi, je pense, dans le tarot Rider-Waite-Smith. Ensuite, une carte du Cosmos Tarot. Alors, ce qui est intéressant, je vais d'abord parler de l'image. Donc, on a ici une personne qui est dans une boutique où elle fait sécher des bouquets de fleurs au plafond. Il y a des pots sur des étagères. On imagine que c'est une boutique de fleurs parce qu'il y a plein de fleurs au plafond et dans des pots. La personne tient ce qui ressemble à une gerbe de blé. Donc on a de nouveau le côté à la fois les fleurs qui sont jolies, qui sont décoratives, qu'on offre en bouquet pour des occasions spéciales. On a aussi le blé qui rappelle la nourriture. Et une personne qui connaît bien les végétaux, qui sait comment les entretenir, comment les conserver, comment les mettre en valeur, comment nourrir éventuellement. On a cette notion de nouveau de réserve, faire des réserves pour les saisons qui sont moins fertiles. Et c'est une carte qui a été associée à la constellation de la Vierge. Là, on la voit bien avec le reflet de la lumière. C'est intéressant parce que l'impératrice n'est pas très souvent associée à la Vierge dans le tarot. C'est l'ermite qui est associé à la Vierge en général. Mais j'aime assez bien, même si ça ne serait pas forcément mon association première. Donc la Vierge, c'est le signe qui marque la fin de l'été. C'est le moment où on fait les récoltes justement pour faire de l'apripro. Je trouve plus mon mot. Pour faire des réserves pour l'automne et pour l'hiver. Une fois qu'on a fini tous les semis, toutes les récoltes, etc. Il y a une notion d'organisation aussi.
de perfectionnement, de raffinement, de sélectionner ce qui est bon, de trier le bon grain de livret, comme on dit. Donc oui, ça colle assez bien. Et c'est vrai que dans les mots-clés, on a perfection, beauté et ordre. Donc c'est un bon mélange entre la Vierge et Vénus. Ensuite, une carte du Hawk Ash and Thorn Tarot. La représentation ici, on a encore un trône avec le symbole de Vénus dans un cœur, un sceptre, une couronne de fleurs, une impératrice qui se trouve dans un environnement naturel. On a des arbres, du lierre ou des vignes, on a des champignons, on a des troncs. Et l'impératrice est ici avec ses enfants. Donc là, l'impératrice et ses enfants, ce sont des lapins. Le lapin, c'est un animal qui revient assez souvent, il me semble, dans les tarots animaux, parce que le lapin rappelle Pâques, rappelle le printemps, rappelle la fertilité, la fécondité. Du coup, là, on a l'impératrice qui est plus représentée comme une mère, comme une gardienne, comme une protectrice. C'est celle qui veille sur les autres, pas forcément les enfants, ça peut être les proches, ça peut être la famille, ça peut être des personnes qu'on a à sa charge, ça peut être tout un tas de personnes. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, à part le côté mère et la spécificité des lapins. Donc je vais passer à la suivante. On a ici une carte du tarot onirique. Alors, objectivement, c'est pas vraiment une de mes préférées. Mais elle est assez intéressante à analyser. Là, on a une impératrice qui a un côté un peu plus austère, on va dire, un peu plus sérieux. On retrouve donc la notion de souveraineté, c'est une reine sur son trône. Le trône est de nouveau en plein milieu de la nature, ici sur une étendue d'eau, avec des rochers autour. On a une forêt en fond, encore une fois, et on retrouve un enfant qui est dos à l'impératrice. Et l'impératrice tient sur ses genoux un livre et une pomme, et on a l'impression qu'elle se tient le ventre comme si elle était enceinte. Donc on retrouve la notion de fertilité, de mettre au monde, la notion de maternité. Là, l'impératrice me fait plus penser à une maîtresse d'école. Il y a un côté plus tourné vers l'éducation, donc c'est l'étape encore après d'avoir et de faire des enfants. C'est quelles valeurs on inculque, quelle éducation, quelle instruction, quelle éthique. Et il y a le fait que l'enfant tourne le dos, c'est l'étape de réussir à couper le cordon avec son enfant, avec ses créations, de lâcher prise un peu avec le côté surprotecteur, très vigilant. C'est accompagner les premiers pas de quelqu'un. Là encore, c'est pas forcément les enfants, ça peut être une personne qui assiste, qui conseille, même pour des adultes. C'est la personne qui va aider à faire les premiers pas, qui va donner les bonnes instructions et les bons conseils, mais qui va ensuite lâcher prise et lancer dans le monde extérieur. C'est pas une pomme sur le livre, c'est encore une grenade en fait. Voilà ce que j'avais à dire sur cette carte. Il peut y avoir aussi un côté un peu thérapeute avec cette carte, mais je vais revenir avec la carte suivante.
La carte suivante est une carte du Cosmic Slumber Tarot. Donc on voit une impératrice au milieu de la carte. Cette fois-ci, elle semble être en plein milieu de la mer. Une mer assez agitée. Et une mer avec des couleurs plutôt levées ou couchées de soleil. Elle n'est pas bleue du tout, elle est rouge, orange, violette. Le ciel est jaune. Il y a des nuages qui semblent passer devant plutôt la lune que le soleil. Et elle a la pluie qui lui tombe juste sur elle, ce qui est intéressant. Elle a un sein qui est dénudé pour allaiter son enfant. Elle semble être habillée mi en robe, mi en mousse et en végétaux. On retrouve encore le symbole de Vénus et le bas de son habit est rouge. Alors, plein de choses à dire du coup sur cette carte. Le bas de l'habit rouge, ça me fait penser à certaines représentations avec la prêtresse où on voyait soit une flaque ou quelque chose de rouge à ses pieds qui peut représenter les cycles menstruels. Donc, encore une fois, le lien à la fécondité, à la fertilité, au cycle aussi du corps. Comme il y a la lune, on retrouve pas mal des symboles que j'expliquais au tout début par rapport à la lune versus Vénus. Là, on a les deux. On a vraiment plus ce rapport donc au corps, à la maternité, aux émotions avec toute cette eau qui lui tombe dessus. C'est une représentation qui me donne l'impression que l'impératrice, c'est celle qui laisse vivre ses émotions, les bonnes comme les mauvaises, et qui essaye de les vivre pour pas les refouler. Pour pas transmettre aussi éventuellement des traumatismes ou des émotions compliquées, des émotions qui n'ont pas été digérées du tout. Et dans ces mauvais aspects, ça peut être effectivement les blessures familiales qui se transmettent, les choses pas réglées qu'on essaye de gérer génération après génération. L'impératrice est plutôt souriante quand même, hein. La carte a l'air un peu triste, mais pas forcément. Et donc, par rapport au côté thérapeute, cette carte peut me faire penser à une personne qui est là pour accompagner des personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui ont besoin de conseils pour la parentalité aussi. Ça peut être une sage-femme. Ça peut être vraiment une personne qui peut réussir à transmettre ses émotions à travers des créations, par exemple l'art-thérapie, par exemple. Voilà pour cette carte. Il y a aussi une notion de résilience, je trouve, avec cette carte, de réussir à garder espoir, même quand les choses sont un peu agitées ou difficiles. Voilà, voilà. La carte suivante, c'est une carte du Lonely Dreamer Tarot qui s'inspire des œuvres d'Odilon Redon. Pour cette carte, on a une représentation très vénusienne dans le sens où ça fait penser à ce tableau avec Aphrodite, Vénus qui sort du coquillage, qui sort de la mer. Je connais pas très bien le mythe d'Aphrodite, mais du coup on est vraiment dans l'incarnation de l'archétype de Vénus, la planète Vénus, tout ce qui a trait à l'amour, la sexualité, la sensualité, les relations, la beauté. Encore une fois, le lien à la mer me fait beaucoup penser à la Lune, donc on a vraiment cette combinaison de Vénus-Lune qui est très forte en fait dans l'impératrice. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette carte du coup, à part que ça met plus en avant l'archétype de la planète et qu'on retrouve moins tout ce qui est souverain, maternel, etc. Et plus appréciation de la beauté. Voilà. C'était très rapide, mais c'est pour ça que je voulais la montrer.
Et ça va être un peu la même chose avec cette carte-ci, une carte du Noisy Museum Tarot. Donc là, on a une impératrice qui est en train de se coiffer devant son miroir, qui a de nouveau une couronne d'étoiles et qui se trouve dans un environnement très, très florissant, très luxuriant, plutôt un environnement extérieur. Donc là, ce qui est mis en avant, c'est l'image de soi, la façon dont on se perçoit, l'image que nous renvoient les autres, ou la façon dont on a l'impression que les autres nous voient. Il y a le souci des apparences, de l'esthétique, de la beauté. Ça me fait aussi penser beaucoup à comment on se présente aux autres professionnellement, comment on met en valeur ce qu'on fait, comment on se présente selon différentes situations sociales, le masque qu'on met, la persona, etc., qui peut être différente selon qu'on soit avec ses proches, avec des inconnus, ou pour le travail, etc. J'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus sur cette carte, mais du coup, c'est de nouveau des choses qui sont très, très vénusiennes. Il peut y avoir aussi un côté... dans les mauvais aspects, il peut y avoir un côté très superficiel qui se base principalement sur les apparences et qui va pas forcément au-delà. Il peut y avoir une certaine vanité qui fait penser au mythe de Narcisse. Voilà pour celle-ci. Et enfin, la dernière carte qui est une carte du Millennial Tarot. Ici, l'impératrice est un autre titre, c'est la reine d'Etsy. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas Etsy, c'est une plateforme de petites boutiques en ligne pour des créatrices. C'est plutôt pour des choses qui sont faites main, qui sont vraiment créées par soi-même. Et je trouve ça très intéressant en fait pour cette carte-là. Donc il y a un côté créatif, artistique, débrouillard, le fait de porter plusieurs casquettes pour réussir à vivre de ses passions, de son art. Il y a le côté donc créatif, mais aussi social, comment mettre en valeur les choses, comment attirer sa clientèle, comment fidéliser sa clientèle, les envois à faire ensuite, etc. Donc je trouve que ça englobe assez bien beaucoup de facettes de l'impératrice. Visuellement, on a donc une impératrice avec des bijoux, on dirait, et puis des boîtes derrière elle. Mais c'est vraiment le titre qui m'intéressait plus. Et en dessous, on a un sous-titre Caring for Creations. Donc c'est... j'y vois aussi le fait de soutenir les autres. Quand on est créatrice soi-même, souvent on a aussi à cœur de soutenir d'autres qui font les mêmes choses que soi, parce qu'on sait en fait tout ce qu'on met dedans, tout l'amour qu'on y met, toute la passion qu'on y met, à quel point ça peut être difficile d'en vivre, de se faire connaître. Donc il y a souvent une espèce de solidarité, d'entraide, et c'est aussi très approprié pour l'impératrice. Voilà pour cette carte. Donc j'ai fait le tour de l'impératrice. C'est une carte qui est assez difficile dans certains jeux pour moi, parce que c'est souvent un rôle très essentialisant. Tout ce qui est de l'ordre des stéréotypes de genre, des rôles qu'on attribue aux femmes et pas aux hommes par exemple. Et j'ai vraiment du mal, j'ai certains tarots où l'impératrice est reliée au féminin sacré, et je peux pas. Des fois j'aime bien l'image ou j'aime bien le tarot, du coup voilà, je les garde, mais je peux pas les interpréter comme ça en fait, c'est pas possible pour moi. De juste, et ça va être pareil pour l'empereur, de juste interpréter ces cartes-là comme l'archétype du féminin ou du masculin, c'est pas possible, c'est plus possible.
Du coup, j'ai voulu montrer plusieurs facettes différentes et j'ai un peu parfois du mal quand on réduit l'impératrice au rôle de mère, par exemple, et l'empereur au rôle de père. Ce qui est intéressant, c'est que les associations astrologiques, c'est pas tout à fait ça, dans le sens où le rôle de mère est plutôt associé à la lune et le rôle de père est plutôt associé au soleil, dans le sens où c'est les astres les plus lumineux du ciel, et donc le père du jour et la mère de la nuit, on va dire. Et là, on a Vénus et Mars, dans le sens où Mars gouverne le signe du Bélier qui est associé à l'empereur. Ce qui fait plus penser du coup à l'association entre Aphrodite et Arès, la déesse de l'amour et le dieu de la guerre. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est juste... c'est comme associer Vénus et Mars au rôle de femme et d'homme, hein, en soi. Je déblatère un peu là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'énerve souvent dans le tarot et qui, je pense, énerve beaucoup d'autres personnes. Et du coup, voilà, c'était parfois un petit peu difficile de trouver des représentations qui montrent un peu plusieurs facettes. Je pense que là, j'ai réussi à trouver comment étoffer un petit peu les interprétations de l'impératrice. Mais voilà. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est que là, toutes les cartes qui sont montrées, à part les lapins, parce qu'on peut pas savoir, mais c'est souvent des représentations féminines. J'ai des tarots où les rois et la reine ont des représentations interchangées, où c'est une personne à l'allure féminine sur une carte de roi et inversement sur la carte de reine. Mais là, c'était difficile à trouver, par exemple. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour l'empereur, et c'est pareil pour aussi la prêtresse et le hiérophante. C'est un peu dommage, mais c'est pareil pour mon tarot, parce que je me base beaucoup sur la représentation traditionnelle. Même si j'essaye beaucoup dans les arcanes mineurs de genrer le moins possible. Mais voilà. Un petit blabla de fin pour parler des rôles genrés dans le tarot. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, et on se retrouve la prochaine fois donc pour l'empereur. Salut!